Plata o plomo. L'argent ou le plomb. Muerte o vida. Hay hombres peligrosos en nuestra sociedad. Hombres dispuestos a todo. Hombres que casaremos. Criminales que arrestaremos. Vous l'avez compris, on se dirige tout droit en Espagne, à la découverte d'un homme très dangereux. Il est là, caché, prêt à tout pour arriver à ses fins. Imagine que tu sois plongé 50 ans en arrière dans les rues de Barcelone en touriste. T'es là tranquillement en train de manger ta petite tortilla et pas loin de toi, il y a des yeux qui t'observent. Désormais, tu es une cible. Il te reste que quelques heures à vivre, mais ça, tu ne le sais pas. Eh bien, c'est ton jour de chance, me voilà accompagné de ma petite batte de baseball, Mogo Junior, pour lui briser les jambes et te sauver la vie. Mogo, c'est un peu violent quand même. Calme-toi, les gens vont finir par avoir peur de toi. Seigneur, mes intros, j'en peux plus. Je suis irrécupérable, sérieux. Hombres peligrosos, nuestra sociedad. Je sais pas, mais je kiffe votre accent, bordel. Je sais pas, j'ai toujours aimé cette manière de parler, etc. Enfin bref, viva España. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se dirige tout droit en Espagne pour découvrir une affaire particulièrement horrible. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Vous savez ce que je trouve le plus intéressant dans les affaires criminelles? Eh bien, je vais vous le dire. C'est tout d'abord de toujours garder en tête que tout le travail réalisé n'est pas simplement qu'un divertissement ou je ne sais quoi. C'est premièrement se souvenir des victimes et du calvaire qu'ils ont pu subir. Faire ce genre de vidéo, c'est aussi soutenir les familles qui sont en détresse face à cette injustice qui est la leur. Revivre leur parcours, les écouter, chercher des réponses et montrer au monde entier que personne n'a oublié. Ensuite, ce qui est très intéressant dans le true crime et ce qui me fascine le plus, et je pense que c'est ce qui vous fascine aussi le plus, c'est le côté psychologique. On est beaucoup à aimer cette facette et c'est pas pour rien. C'est une chose hyper curieuse et on a envie d'en savoir beaucoup plus. On a envie de comprendre pourquoi certains individus de notre société ont fini par péter un câble. Sachez une chose aussi, malgré parfois mes emportements face à des situations qui sont vraiment horribles, des actes répugnants et j'en passe, sachez que dans ma tête, à travers toutes les affaires que je vous ai proposées jusqu'ici, je pense continuellement aux victimes et au côté psychologique de toutes les affaires. Ce que je veux dire par là, c'est que même si parfois je me montre un peu brute et que je mets un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, il n'y a jamais au fond un manque de respect et ça je tenais à le dire car c'est très important à mes yeux. Parce qu'on pourrait penser beaucoup de choses, que je n'ai pas de cœur, etc. pour ceux qui ne me connaissent pas, mais sachez une chose, c'est que je ne manquerai jamais de respect aux victimes, ça c'est une règle d'or. Bref, immersion avec une affaire qui a fait frissonner l'Espagne avec Manuel Delgado Villegas. Let's begin. Manuel est né le 25 janvier 1943 à Séville, en Andalousie. Sa mère, Josefa, 24 ans, meurt en le mettant au monde et il ne la connaîtra jamais. Le petit et sa grande sœur Joaquina resteront avec leur père. Ils habitaient dans un quartier populaire de Triana en Andalousie. Dans cette ambiance d'après-guerre où la maladie et la famine étaient omniprésentes, Manuel et Joaquina grandissent tant bien que mal. Leur père, pour gagner sa vie, était vendeur ambulant d'un petit gâteau. C'était un petit gâteau fait maison qu'ils appelaient arrop, avec du sirop de figue ou de raisin. Putain, ça me donne toujours faim les spécialités de certains pays. Enfin bref, je me calme et je me canalise. On continue. Il sera alors surnommé le fils d'Arropiero. Leur père était malheureusement un alcoolique aigri qui était le seul responsable de la mort de sa femme et de tous ses malheurs. Il s'en prenait très souvent physiquement à ses enfants et les battait très souvent. Un jour, il annonce à ses enfants qu'ils vont déménager et ce pour des raisons professionnelles. Ils partent donc à Puerto Santa Maria dans la province de Cadix, toujours en Andalousie. Mais très vite, là-bas, il rencontre une nouvelle femme avec qui il se marie rapidement et fonde une nouvelle famille. Il abandonnera Manuel et sa sœur chez leur grand-mère à Mataro. Déjà, ça commence très mal. Un père détestable qui ne sait pas aimer sa femme, qui ne connaît pas l'amour ainsi que la protection qu'il doit lui donner, qui ne sait pas éduquer ses enfants et prendre soin d'eux. Et ça, c'est très malheureux. La plupart du temps, quand on parle de criminel, la première chose qu'on va faire, c'est de creuser dans la jeunesse de celui-ci, de voir quels sont les facteurs qui ont pu faire qu'il arrive à ce stade un jour.
Et bien dans cette affaire, on a la réponse assez vite. Commencer sa vie avec un père violent, eh bien malheureusement c'est jamais bon signe. Enfin bref, reprenons. D'après les différents rapports des médecins, Manuel aurait subi à partir de cette période diverses violences physiques et sexuelles de la part de différents membres de sa propre famille. Tout ça entraînera chez le garçon un comportement de plus en plus agressif. Il ira à l'école primaire mais ne saura jamais lire ni écrire. Il préfère errer dans les rues. Il n'aimait pas l'école parce qu'il était victime de harcèlement de la part de ses camarades de classe. Il était dyslexique et bégayait, donc beaucoup se moquaient de lui. Son futur criminel, quant à lui, commence à grandir au fond de lui. Petit à petit, il va changer complètement. Il va tuer entre 1964 et 1970. Il sera accusé de 48 meurtres au total. Il ne sera inculpé que pour 7 d'entre eux et selon la police, il serait lié à 22 autres cas possibles. Les autres meurtres ne seront jamais avérés, malgré une enquête minutieuse et ultra médiatisée en Espagne. La police n'établira jamais de lien direct avec Manuel. Il va donc grandir chez ses grands-parents, victime d'abus et de violences physiques. Sa jeunesse est très malheureuse et il ne connaît que violence et tristesse. Ses grands-parents étaient très durs avec lui, coups de ceinture et j'en passe. Il se faisait battre avec un balai, etc. Imaginez juste ce qu'il a pu subir d'autre. Enfin bref, le climat sera donc plutôt malsain pour ses enfants, ayant perdu leur mère et abandonnés par leur père. À 18 ans, il décide de quitter le foyer familial pour rejoindre la Légion espagnole. Il passera quelques mois là-bas, ce qui lui permettra d'apprendre plusieurs techniques de combat et ainsi les perfectionner. Une technique en particulier était sa préférée, et il s'en servira pour certains de ses meurtres, le coup du légionnaire. Ce coup consiste à frapper son adversaire avec la tranche de la main au niveau du cou, ce qui peut instantanément tuer votre adversaire ou au moins le faire tomber dans les pommes. Cette technique nécessite beaucoup de force, de précision et d'expérience. Il ne restera pas longtemps dans la Légion et il existe 2 versions de son départ qui n'ont jamais été confirmées. La première serait qu'il aurait été renvoyé de l'armée pour des troubles mentaux et des crises d'épilepsie, détectés par des médecins lors d'une visite médicale de routine. En parallèle, il aurait commencé à fumer de la marijuana, ce qui aurait empiré ses crises d'épilepsie. Les médecins diront par la suite qu'il n'était pas certain que ces crises soient simulées par Manuel, donc ils décident de le virer. La deuxième version indique qu'il aurait déserté suite à un pétage de câble. En sortant de l'armée, il voyage entre l'Espagne, la France et l'Italie. En Italie, aucune victime ne lui sera attribuée, malgré des vérifications. Il n'y avait pas assez de preuves. L'enquête ne menait à rien. Il n'y avait rien de concret le concernant. En France, rien non plus. Le problème, c'est que Manuel n'est pas un tueur en série comme les autres. Il ne procède jamais forcément de la même manière et n'avait aucun type de victime. Jeune, vieux, femme, homme, il disait être bisexuel et l'assumait totalement. Pendant ses voyages, il survivra en mendiant, en se prostituant et en faisant un peu de proxénétisme. Les archives d'un laboratoire ont été retrouvées et indiquent qu'à une certaine période, Manuel faisait très souvent des dons du sang. Les dons du sang à l'époque étaient payés 600 pesetas, soit environ 3,60 €. Manuel allait jusqu'à donner un demi-litre de sang par jour. Il disait qu'il gagnait de l'argent rapidement, facilement et sans réfléchir. Un policier a même plaisanté à ce sujet un jour, en disant qu'il se pourrait bien que la moitié des transfusés catalans ont été sauvés par un tueur en série qui opérait dans cette même région. C'est tellement contradictoire, un tueur en série qui en parallèle sauvait des vies. On aura tout vu, sérieux. Bref, il avait beaucoup de succès dans le monde de la nuit à Barcelone, avec des femmes mais aussi avec des hommes. Ce succès, il le doit à une maladie dont il découvrira le nom plus tard, aspermatisme. La définition est la suivante: défaut d'émission de sperme dû à une absence de sécrétion, soit une impossibilité d'éjaculer. On imagine qu'il devait être plutôt endurant, d'où son succès, mais ça devait être aussi une grande frustration. Manuel disait tout le temps que son problème lui venait de violences qu'il avait subies quand il était petit. Il pensait que c'était à cause de son père qu'il l'avait abandonné et de sa mère qui l'avait laissé seul. Il sera arrêté à de nombreuses reprises lors de ses voyages pour vagabondage, mendicité. On le mettait en prison, mais dès qu'il commençait à parler de ses différents problèmes, on l'envoyait dans des hôpitaux psychiatriques où il faisait de courts séjours. À ce moment-là, Manuel Delgado devient de plus en plus dangereux. Ses problèmes de santé qui lui provoquent de grosses frustrations, mélangés à un passé douloureux qu'il n'a jamais oublié. On fait face à la naissance de quelque chose de très sombre et on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Comment vous dire à quel point ma tristesse est immense? En plein tournage, il vient de lâcher. Du coup, je viens d'installer un autre micro et j'espère que ça va aller pour le reste de la vidéo. Je t'aimais, mon ami. Je viens juste de commander son frère sur Amazon. Adieu. Continuons. Désormais, tout ce qui va suivre est très choquant. On a affaire à des modes opératoires violents, remplis de haine sur des pauvres innocents. Commençons avec la première victime. Le 21 janvier 1964, à Barcelone, Manuel va littéralement péter un câble. Il était là à la plage de Lloras, à Barcelone.
Il avait pris le bus le matin même, un peu au hasard, et s'est retrouvé là. Il aperçoit un homme, Adolfo, endormi au soleil. Manuel va alors attraper une grosse pierre et la fracasse sur le crâne d'Adolfo. Il lui vole sa montre, son portefeuille et ses vêtements et s'enfuit le plus vite possible. Plus tard, il dira ne rien ressentir de ce meurtre. Il n'a pas réfléchi. Tuer, c'est facile, rapide, efficace. Le cadavre du pauvre Adolfo sera retrouvé 19 jours plus tard. Mais la police mettra 7 années à prouver que c'était bien Manuel le meurtrier. Le médecin légiste dira que lorsqu'il a fait une autopsie sur le corps, il a averti les policiers que le tueur savait tuer, avait déjà tué et tuerait encore. Et le médecin avait raison. Manuel va laisser énormément de victimes après Adolfo. Il ne regardera jamais en arrière et n'émettra aucun regret face à tous les actes qu'il a commis. Il reconnaîtra tout de même qu'il n'aimait pas tuer les femmes, parce que ce sont elles qui nous mettent au monde. Et pour ça, il préférait de loin tuer des hommes. Mais bon, il dira aussi que lorsqu'il avait une pulsion, il en avait rien à faire de qui était devant lui. Manuel avait déjà été arrêté et il avait vu plusieurs médecins. Il était considéré comme un petit bonhomme de moins d'1m70, inoffensif, avec une personnalité limitée qui ne pouvait pas faire de mal à une mouche. Grosse erreur, mais très grosse erreur de diagnostic. À un moment, tout va changer. Le jour du signalement de la disparition d'Antonia Rodriguez en 1970, appelée par le surnom de Tony. Elle sera sa dernière victime et il se fera prendre complètement au hasard. Le 18 janvier 1970, la brigade de Puerto Santa Maria interroge Manuel suite à différents témoignages concernant la disparition de Tony. Manuel répondra de façon complètement incohérente sur son emploi du temps ce jour-là. L'inspecteur Salvador Ortega n'arrivera pas à le faire parler et il sera relâché pour faute de preuves. Mais quelques jours plus tard, Ortega l'emmène de nouveau au commissariat pour le réinterroger. L'inspecteur décrira Manuel comme un homme petit mais musclé. Il portait une moustache identique à l'acteur mexicain des années 60, Mario Moreno Reyes, appelé Cantinflas. Manuel, lors du premier interrogatoire, a soutenu que Tony et lui n'étaient pas en couple. C'était juste une fille facile d'après lui, qui aimait aller de bar en bar à la recherche d'hommes. Ce qui n'était pas complètement faux. Tony, qui était attardé mental, passait effectivement ses journées dans des bars à la recherche d'alcool et d'hommes. Bref, pour Manuel, elle n'était pas sa petite amie. Mais après enquête auprès des proches de Tony, cette dernière était bel et bien en couple avec Manuel, même s'ils ne s'entendaient pas très bien. Des voisins indiqueront les avoir vus ensemble le jour de la disparition de Tony dans la rue. Ils se disputaient et Manuel aurait giflé Tony devant tout le monde. Mais dans les années 60-70, personne ne disait quoi que ce soit. On avait l'impression que c'était carrément un geste normal. Heureusement qu'avec le temps, ce genre d'acte en public ne passe pas. Parce que je peux vous garantir que si je vois ça dans la vie, personnellement, je peux te dire que tu vas pas faire long feu, mon vieux. Enfin bref, de la violence gratuite en public et surtout envers ta femme, je trouve ça absurde. Enfin bref, ça me dégoûte. Passons juste à la suite. La police mène son enquête et va interroger Manuel. Où est-ce que tu étais dimanche ? Je rappelle que dimanche, c'était le jour de la disparition de Tony. Il répondit que cela faisait plusieurs jours que Tony et lui ne se voyaient pas suite à une grosse dispute. Petit mensonge de sa part. Le policier lui demande quel film il a vu ce jour-là et petit blocage. Il est confus dans sa réponse, bafouille, bégaye, mais ne se laisse pas démonter pour autant. Mais à force de persévérer, les policiers changent de stratégie et commencent à lui dire des choses telles que « On sait que tu es malade, tout le monde le sait, il ne faut pas que tu t'inquiètes mon vieux ». Manuel les regarda alors dans les yeux avec un sourire ironique sous sa moustache et finit par dire aux policiers où se trouve le corps de Tony. Il dira aux enquêteurs que Tony était arrivé avec sa moto à la clairière où ils avaient l'habitude de se voir. Il disait qu'ils auraient commencé à s'embrasser et qu'elle lui aurait demandé quelque chose de bizarre, quelque chose de répugnant selon lui. Il refusa et elle va le traiter de sous-homme en se moquant de lui. Il devient furieux et se met à la frapper de toutes ses forces. Il la frappait encore et encore, mais comme elle se taisait pas, il lui arrache ses collants et ses sous-vêtements, l'étrangle avec ses collants tout en la pénétrant de force. Quand elle a cessé de respirer et qu'il avait fini son affaire, il va la cacher dans un buisson et partir comme si de rien n'était. Il avouera être retourné les jours suivants sur les lieux et avoir eu des rapports sexuels avec le cadavre. La police lui demandera « Mais Manuel, comment as-tu fait pour coucher avec une morte ? Comme ça, c'est mieux, elle ne parle pas. » C'est ce qu'il va répondre en riant. Je vous ai prévenu que les meurtres qu'il a commis sont très choquants. On fait face ici à un individu qui ne se contente pas que de tuer. Il va au-delà de ça en commettant des actes encore plus répugnants, comme la nécrophilie et j'en passe. Cette personne est totalement horrible. J'ai vraiment de la peine pour ces familles qui ont dû apprendre tout ça un jour ou l'autre. Je ne sais même pas comment moi j'aurais réagi face à tout ça, sérieux. C'est juste terrible. Bref, on continue. Là, faut s'imaginer le contexte. On est en plein interrogatoire avec Manuel et on essaie au maximum de faire une reconstitution avec ses aveux de tout ce qu'il a pu faire. Donc on poursuit avec sa prochaine victime le 20 juillet 1967 à Ibiza. Il s'agit de Margaret Hélène Baudry, âgée de 21 ans. Margaret est une étudiante française, en vacances à Ibiza, qui fait la connaissance de Manuel dans un bar. Ils font connaissance et Margaret lui fait assez confiance pour qu'il lui offre un verre.
Là, c'était l'erreur fatale. Il lui offre un verre d'alcool avec du LSD et il fera toutes sortes de choses horribles avec elle. Son corps sera retrouvé nu avec diverses contusions, une très grosse marque à l'œil droit, des marques de griffures dans le cou et d'un coup de couteau mortel dans le dos. Manuel abusera d'elle et il lui volera sa chaîne en or et son médaillon de baptême. Les médecins diront à propos de ce meurtre que Manuel avait des problèmes mentaux, mais son niveau intellectuel était largement suffisant pour arriver à tromper une personne et la berner. Ce qui a été le cas de cette pauvre Margaret. Un autre homme sera accusé et emprisonné pour ce meurtre alors qu'il n'a rien fait du tout. Il sera libéré après vérification des aveux de Manuel. Lors de ce voyage à Ibiza, Manuel entendra à la radio qu'un Mexicain venait d'être arrêté. Il avait apparemment plus de victimes que lui à son actif. Lors de son interrogatoire, il s'arrêta net et il regarde l'inspecteur Ortega dans les yeux et il lui dit les choses suivantes. « Relâchez-moi 24 heures s'il vous plaît. Un Mexicain ne peut pas être meilleur qu'un Espagnol. Allez, lâchez-moi !» Cet homme est complètement fou et il continue. Et à la suite de ça, on va découvrir de nombreuses victimes. Un an après le meurtre de Margaret, il se rend à Madrid où il va s'attaquer à un retraité. Le pauvre homme était parti travailler son potager et il a eu la malchance de croiser le chemin de Manuel. Manuel demandera au vieil homme s'il n'avait pas quelque chose à manger. Et sa réponse sera plutôt cash. « Si tu veux manger, tu n'as qu'à travailler, tu es encore jeune !» Fou de rage, Manuel le frappe avec le coup du légionnaire et il meurt sur le coup. Il jettera ensuite son corps dans la rivière qui sera retrouvé plus tard. La police pensera à ce moment-là d'une mort accidentelle du pauvre homme. Encore un an plus tard, Manuel se rend à Barcelone et s'en prendra à Ramon Estrada. Ramon était un chef d'entreprise reconnu à Barcelone. Il avait fait la connaissance de Manuel dans un bar. Ramon louait les services sexuels de Manuel. Son prix était de 300 pesetas, soit 2 euros. Mais un jour, Manuel était en souffrance financière. Il demande à Ramon de lui passer 1000 pesetas, environ 6 euros, au lieu des 300 habituels. Ramon, avant la prestation, lui répond qu'il est d'accord. Mais une fois leur affaire finie, Ramon va poser juste 300 pesetas sur la table. Manuel est en colère d'avoir été trahi. Il attrape Ramon par le cou et serre jusqu'à ce que ce dernier perde connaissance. Pendant ce temps, Manuel va lui voler son alliance, sa montre et son portefeuille et va l'attacher. Il reste là, face à Ramon, jusqu'à son réveil. Ramon se mit alors à hurler des insultes, des menaces à l'encontre de Manuel. Manuel se lève et il ne supporte plus les cris. Il prend une chaise et la fracassa sur le crâne de Ramon. Puis ensuite il l'étrangle à nouveau, mais cette fois-ci, jusqu'à briser sa nuque. Ramon sera retrouvé le jour suivant dans son lit de la chambre d'hôtel. Il avait un des pieds de la chaise enfoncé dans les parties intimes. Oui, c'est très hard. Quelques mois plus tard à Barcelone, une femme de 68 ans, Anastasia, sortait ce jour-là de son travail de cuisinière dans un bar situé pas très loin de chez elle. Malheureusement encore, son chemin va croiser celui de Manuel. Manuel racontera avoir des envies ce soir-là, et en voyant Anastasia au loin, il va lui proposer des relations sexuelles avec elle. La vieille dame est indignée, dégoûtée et très énervée par la demande de l'homme. Elle était en train de hurler qu'elle allait appeler la police s'il ne dégageait pas très vite. Il ramasse alors une brique au sol et frappa le crâne de la pauvre vieille dame. Il jette ensuite son corps d'un pont de 12 mètres de hauteur, dans une rivière sèche. Depuis le pont, on voyait encore le corps, et ça ne plaisait pas du tout à Manuel. Donc il va décider de descendre et de cacher le corps d'Anastasia. En déplaçant le corps, il dira avoir senti une grande excitation, et avoir directement violé le cadavre d'Anastasia à ce moment-là. Puis il reviendra tous les jours suivants, jusqu'à ce que des enfants découvrent le corps, et qu'Anastasia soit enfin emmenée loin de ce monstre pour lui offrir une sépulture décente. Comme vous le voyez, Manuel est un homme particulièrement dangereux, rempli de vices et d'actes barbares. Il semble inarrêtable et il continue encore et encore. C'est un tueur en série qui aimait tuer et ça semblait évident. Il ne pouvait pas tenir une année sans tuer personne. Ça paraît totalement dingue d'entendre ce genre de choses, mais pourtant c'était bel et bien réel. Encore un an plus tard, après le meurtre de cette vieille dame, il va encore continuer. Le 3 décembre 1970, Manuel se trouve à Puerto Santa Maria. Et là-bas, je vais vous décrire ce qui s'est passé avec Francisco Ramirez, âgé de 24 ans. Contrairement aux autres victimes, Francisco, lui, connaissait Manuel. C'était un voisin de Tony et ils habitaient dans la même rue. Manuel racontera qu'ils étaient partis tous les deux faire un tour à moto et qu'il avait senti pendant qu'il roulait un geste inapproprié de la part de Francisco. Il arrête alors la moto et très énervé, il frappe au cou Francisco et il lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, bordel ?» Francisco lui dit qu'il s'est trompé mais Manuel ne veut rien savoir, c'était trop tard pour lui. Manuel s'est mis en tête que Francisco avait de mauvaises intentions et il va le traiter de pervers. C'est là qu'on voit à quel point il était instable mentalement. Il lui reproche d'être un pervers alors que lui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, sérieux. Je vous rappelle qu'il a commis des actes de nécrophilie, de barbarie et j'en passe. Enfin, c'est juste répugnant. Bref, Francisco finit par perdre connaissance et quand ce dernier reprend ses esprits, Manuel arrive à le convaincre de le suivre près d'une rivière pour se rafraîchir. Francisco accepte et signe son arrêt de mort.
Les deux hommes arrivent à la rivière et Manuel repète un câble et il va faire tout un tas de reproches à Francisco. Dans un excès de rage, il plonge la tête de Francisco dans la rivière et attend que ce dernier arrête de bouger complètement. Son corps flottant dans l'eau sera retrouvé 12 km plus loin. La police croira à un suicide du pont situé un peu plus en amont de la rivière. Mais le médecin légiste de l'époque leur indiquera avoir vu une toute petite lésion au niveau du cou qui était suspecte, mais l'affaire en restera là. Après tous ces aveux et ces interrogatoires qui ont porté leurs fruits, c'était la fin pour Manuel. Il en a beaucoup trop dit, il était maintenant temps de l'arrêter et de le condamner. L'arrestation de Manuel aura permis de résoudre beaucoup de crimes non résolus en Espagne. La police espagnole profitera également de cette renommée pour convoquer la presse à plusieurs reprises et de bien déclarer haut et fort qu'ils avaient arrêté un tueur en série. Les investigations auront conduit les enquêteurs partout en Espagne, en France, en Italie, même s'ils n'ont trouvé aucune preuve. Lors d'une interview, Manuel déclara les choses suivantes. « Je déteste penser, je veux juste fumer, manger, me masturber et dormir. C'est ça la vie. Les penseurs, je les aime pas. Ils me mettent hors de moi, tuer c'est rapide, facile et efficace. » Il avouera 44 meurtres face à la police et 4 de plus lorsque ses avocats viendront le défendre 6 ans après son emprisonnement. Il était détenu sans procès alors que les investigations étaient finies et qu'aucune sentence n'avait été donnée. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera inculpé de 7 meurtres. Et aussi 22 autres possibles selon la police, mais il n'y avait pas assez de preuves. Ses avocats se battront pour défendre ses droits et ses intérêts. Mais en 1978, l'Audiencia Nacional d'Espagne ordonne que Manuel soit enfermé dans un établissement spécialisé. On lui fera de nouveaux examens médicaux plus approfondis. Et c'est là qu'ils vont découvrir qu'il souffrait d'une trisomie sexuelle. Il avait 3 chromosomes XYY alors que normalement on n'en a que 2. Les femmes XX et les hommes XY. Il sera démontré que cette anomalie crée chez le patient un manque de conscience, une absence totale d'empathie et aucun sentiment de culpabilité. Il souffrait aussi selon les psychiatres de psychopathie et de schizophrénie, ce qui peut expliquer pas mal de choses. Ces mêmes médecins ont aussi déclaré qu'il était né pour tuer. Manuel passera 26 ans à naviguer entre établissements pénitentiaires et spécialisés sans causer de problème majeur. Il va mourir le 2 février 1998. Il avait 55 ans à Badalona en Catalogne. Il est mort d'une maladie pulmonaire due au tabac. Il fumait jusqu'à 10 paquets de cigarettes par jour, c'est juste énorme. C'était une personne atteinte de troubles mentaux qui n'a malheureusement jamais été soignée comme c'était beaucoup le cas à l'époque. Il a eu beaucoup de chance d'avoir opéré dans les années 60-70 parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, il aurait jamais fait tout ça. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas tué en toute impunité. Il était petit, ne payait pas de mine, mais avait une force colossale et il était moins bête que ce qu'on pouvait penser. Mais il est clair que cet homme n'aurait pas pu agir en toute impunité aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Enfin, j'espère du moins, parce que sinon ce serait vraiment, mais vraiment grave. Là, on parle des années 70, et les techniques d'investigation policière n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. On l'aurait sûrement retrouvé grâce à son ADN. Mais le plus troublant dans cette affaire, pendant toute mon investigation, j'ai senti en parcourant les articles de presse, les photos, les vidéos, que la police a bien profité de cette gloire soudaine. Sans les aveux de Manuel, ils n'avaient rien et ils le savaient. Mais ils ont fait comme si c'était le cas, fiers d'avoir attrapé un tueur en série. Et que tout était mérité et qu'ils ont tout fait de A à Z. Ils ont voyagé en Europe, un budget colossal sera administré à cette affaire pour qu'au final les policiers n'arrivent même pas à prouver la moitié de ces meurtres. Manuel a clamé haut et fort qu'il était bisexuel, mais on a retrouvé plus de victimes femmes comme Tony, Margaret, Anastasia, plus toutes celles qui sont censées être mortes de sa main, qu'on ne retrouvera jamais ou qui sont retrouvées mais sans assez de preuves. Ses différentes maladies mentales, son anomalie génétique, etc. On ajoute à ça une vie de misère, de violence et d'abus, et ça a donné un tueur en série sans cœur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Il prenait du plaisir à tuer, c'était pour lui ce qui l'excitait le plus. C'était un homme désorganisé, il n'avait pas de mode opératoire précis. Il tuait avec une pierre, avec un couteau, en mettant son fameux coup du légionnaire, en étranglant, il n'a pas de préférence, c'est du grand n'importe quoi. Il le faisait parce qu'il avait des envies soudaines et parce qu'il aimait coucher avec des cadavres, car pour lui c'était beaucoup mieux, elle ne pouvait pas parler. Il le faisait aussi parce que tout d'un coup il était pris d'une fureur et qu'il fallait qu'il apaise sa colère. Il a dit aussi aux enquêteurs qu'un jour il a tué une petite fille parce qu'il l'avait juste regardée. Vous imaginez? C'est dire à quel point il devait être enfermé au plus vite. Dans son délire, il a avoué avoir tué une autre femme qui lui avait proposé de l'héberger chez elle, sans aucune raison, juste parce qu'il avait envie de le faire.
Il est encore considéré à ce jour comme le plus grand tueur en série d'Espagne avec 48 meurtres. En voyant les différentes photos de lui avec les enquêteurs, ils ont l'air contents de poser avec lui, c'est assez troublant. L'ambiance est très particulière, sachant tout ce qu'il a fait. Le mec est un meurtrier en série qui a causé tant de malheur et eux, ils vont sourire avec lui. Sur les photos, je vous avoue que j'ai pas du tout compris. Manuel a aimé cette popularité macabre jusqu'à la fin. Il disait en souriant qu'il était le tueur le plus dangereux du monde. Il se vantait de sa force physique et surtout il adorait se vanter d'être étudié par beaucoup de médecins. C'était l'affaire Manuel Delgado Villegas qui a fini par mourir en prison. Ainsi se termine cette histoire. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi que votre analyse. Sachez que j'attends avec impatience votre retour pour vous lire. Comme je vous l'ai dit, cette affaire est très choquante sur de nombreux points et surtout sur les meurtres. Le tueur qui ne ressent aucun remords, qui va recommencer encore et encore. Quand je vous dis que la psychologie c'est quelque chose de fascinant, dans cette affaire on est en plein dedans. Et c'est un point qui n'est pas du tout à négliger ici. Enfin bref, j'attends votre point de vue. Sur ce, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et moi j'ai envie de discuter avec vous. Alors viens te poser devant ton petit Insta, prends un petit café et pose-moi la question que tu veux. Vraiment, t'as le droit de me poser la question que tu veux, mais je te vois venir petit fourbe. Va pas trop loin non plus. Enfin bref, viens passer un bon petit moment et tu verras que je réponds à beaucoup de personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.